Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur, vous lèvez mon combattant de la liberté, de savoir nombrer, brancher, scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment, qui reçoit pour vous aujourd'hui deux invités sur le plateau, donc Monsieur Trésor Kazadike, analyste politique indépendant, et Monsieur Kalonda Abdul Karim, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Kalonda. Oui, bonjour Monsieur. Monsieur Kalonda, qu'est-ce que je n'ai pas du sujet de votre présentation? Vraiment, vous m'avez présenté comme ici. Alors bonjour. Alors merci. Alors Monsieur Trésor Kazadike, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je vais faire pour vous? Oui, je suis avocat. Mais je n'interviens pas ici dans un cadre d'un avocat, j'interviens ici dans un cadre d'un analyste politique. Donc, ici, il n'y a pas. Je ne porte pas les casquettes d'un avocat. Ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans le barreau? Ça fait déjà un temps que nous sommes inscrits régulièrement au tableau du barreau du Congo central. C'est là où nous sommes, et je suis avocat inscrit au tableau. Alors, M. Trésor Kazadike, vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a réellement été des droits nerfs du Congo? Oui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a l'évolution de l'état des droits. L'état des droits n'a pas encore pris réellement place. Pourquoi je dis que l'état des droits n'a pas encore réellement pris place? Parce que l'ancien régime, la Kabylie qui était dans notre pays, il a tout pillé. La Kabylie a tout pris. Et nous nous retrouvons dans un état où nous devons commencer encore à construire. Qu'est-ce que la Kabylie a appuyé selon vous? L'économie du pays, les routes sont avancées. Comment était l'économie du pays avant que la Kabylie accède au pouvoir? Écoutez, ici au Congo, les sols de mes ancêtres, à tout, à l'exception de rien. Mais c'est Kabila, avec les Occidentaux, ils ont tout pillé, vu qu'ils disaient la règne à mort. Mais les biens du Congolais, que ces biens-là soient partagés entre la Kabylie, entre les Occidentaux et lui-même, c'est pour cela que j'ai dit que la Kabylie avait tout pillé, l'état des droits bafoué. C'est pour cela que nous regardons aussi à cet régime qui est venu, qui dit être un régime de l'état des droits, un régime plutôt de l'état des droits. Que nous sommes en train de fixer les regards de près pour voir si réellement cet état de droit-là sera établi. Alors, monsieur Trésor Kazadike, je reviens à vous. Monsieur Abdul Karim, vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a réellement été des droits nerfs du Congo? Il y a vente de l'illusion. Il n'y a pas d'état des droits, il y a vente de l'illusion de l'état des droits. Comment ça? Laisse-moi vous dire d'abord, ramasser quelque chose que le co-débatteur Kazadike venait de dire des choses ici que je ne peux pas me permettre de passer. Vous lui demandez de savoir si nous sommes réellement dans un état de droit. Il vous donne la réponse selon laquelle l'économie, les kabylistes et la Kabylie a volé l'économie. Vous voyez que nous sommes... Des fois, nous faisons face à des gens qui ne comprennent pas. Comment ça? Pas seulement les questions que nous avons, mais aussi le fondement de ce que nous devons traiter, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de l'état des droits sans qu'il y ait ce qu'on appelle la Constitution. Lisez la Constitution actuelle de notre pays. À la fin, on dit promulguée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas de Chilombo là-dedans. C'est l'œuvre de Joseph Kabila. Dire que l'état des droits existe à travers Chilombo, vous vous mentez. D'abord, c'est quoi l'état des droits? L'état des droits, c'est la soumission totale, en commençant par les dirigeants aux dirigés, sur le loi de la République.
Donc, les dirigeants et dirigés, nous devons tous être soumis par la loi ou bien les lois de la République. C'est ça l'état des droits. Est-ce que, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que ceux qui prétendent être, n'est-ce pas, le graveur, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'état des droits, est-ce qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'il veut dire l'état des droits? Ou bien est-ce qu'ils connaissent les droits? Est-ce qu'ils respectent les lois de la République? C'est eux, je vous dirais, le meilleur violeur de cet état de droit. Vous avez vu ce que nous avions constaté il n'y a pas cela quelques jours. On venait d'arrêter une chanteuse qui a une renommée mondiale. Est-ce que c'est un péché d'arrêter Mamou Tchalamwa? Il n'est pas question de péché ici, nous ne sommes pas des un artiste et musicien, c'est un péché. Ce n'est pas une question de péché. Alors c'est quoi alors? Ce sont des violations, des arrestations arbitraires. Qu'est-ce qui prouve que c'est une violation arbitraire? Il faut lire d'abord, il faut écouter, peut-être que vous n'avez pas encore écouté les chefs journalistes, cette chanson. Dans la chanson, Mama Tchalamwa n'a insulté personne, n'a cité personne, mais à notre forte surprise, nous constatons que Mama Tchalamwa a été enlevé chez lui, à sa maison, à sa résidence, pour se retrouver dans les locaux que Tshilombo nous a promis de fermer. Les locaux de la République. Tshilombo nous a promis, j'ai dit bien Tshilombo nous a promis de fermer, n'est-ce pas, les cachots de la reine. Mais ce sont ces mêmes cachots-là qui ont été, n'est-ce pas, qui ont pris en otage notre maman nationale. Est-ce que c'est cela l'état des droits? Nous avions parlé ici, n'est-ce pas, de violation quand il s'agit des questions de nomination des juges à la Cour constitutionnelle, mais aussi des militaires et des grands postes dans l'armée. Vous avez constaté ce qu'a fait le chef de l'État, Tshilombo. Et donc, comprenez tout simplement que c'est... Les nominations à la Cour constitutionnelle violent quel article? Violent quelle disposition constitutionnelle? Nous n'avons qu'à lire l'article 158 de la Constitution. L'article 158 de la Constitution précise les manières. Je ne saurais pas, n'est-ce pas, ici expliciter. La population congolaise a besoin de procéder. C'est pas un problème, la population congolaise est intellectuelle. Hein. Laisse-moi vous dire que la population congolaise est intellectuelle. Je connais déjà vos pièges. Je suis sûr que cette population. Et bien sûr. Puisque moi, je ne suis pas censé ici marteler sur les questions de la matière technique du droit que la population, d'ailleurs, la plupart ne sauront pas maîtriser. Mais comprenez tout simplement qu'il y a eu des violations et je vais en expliquer, je pense, à la longue du débat. Alors, messieurs, Trésor Katani, je reviens vers vous. Vous êtes parmi ceux qui pensent que l'ordonnance nommant les hauts juges à la Cour constitutionnelle est inconstitutionnelle. Au Congo, c'est tout le monde qui se fait maintenant constitutionnaliste, alors que, en principe, pour être constitutionnaliste, il y a une procédure. Tu dois d'abord finir tes études en droit, je ne sais pas, et aboutir en droit public surtout, et puis c'est spécialisé en matière constitutionnelle pour être constitutionnaliste et interpréter la Constitution. Mais écoutez, je vous dis une chose. L'interprétation de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution, donne cette interprétation-là qu'aux juges constitutionnels, mon cher ami. Les juges constitutionnels qui interprètent la Constitution n'ont pas dit que le président de la République a violé la Constitution. Mais à combien plus forte raison une personne qui n'est pas spécialiste en la matière peut venir et nous dire que non, le président de la République a violé la Constitution. Non, laissez-moi finir mes idées. Je ne suis pas ici pour taquiner une personne, mais je suis ici pour faire des analyses objectives. Messieurs les journalistes, faire violer la Constitution. Mais vous venez de poser à mon co-débatteur une question. Le président de la République a violé la Constitution sur quel point? Il est incapable de vous répondre sur quel point le président de la République a violé la Constitution.
Laissez-moi vous dire ceci. L'article que mon co-débatteur vient de dire, vient d'évoquer l'article 158 de la Constitution. L'article 158 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle doit avoir 9 juges. Parmi les 9 juges de la Cour constitutionnelle, le président de la République doit nommer 3 juges venant de sa propre gré. 3 juges seront proposés par l'Assemblée nationale, qui est la Chambre basse. 3 juges seront proposés aussi par le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, le président Ouattara, qui était président de la Cour constitutionnelle, a démissionné volontairement. Et quand il y a démission volontaire, le président de la République descendait là-dessus, l'article vient de révoquer. C'est-à-dire il a la maîtrise de cet article. Donc, le président de la République a les devoirs, a les droits de nommer un juge constitutionnel en remplaçant ceux qui ont, ou les personnes qui ont démissionné par leur gré. C'est simple. Il n'y a pas de violation de la Constitution. S'il y a violation de la Constitution est avec nous, dans nos téléphones. Et j'ai la Constitution avec moi. Si vous pouvez nous permettre de lire la Constitution, nous allons la lire et expliquer aux téléspectateurs de... Je permets de lire la Constitution. Oui, permettez. Pour éclaircir la population congolaise. Pour éclaircir la population congolaise, l'article 158 que vient d'évoquer mon ami, l'article dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les têtures de membres de la Cour constitutionnelle doivent être de juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Monsieur, laissez-moi vous dire, la dame qui a été nommée à la Cour constitutionnelle, c'est une dame que je connais depuis que j'étais sur le banc de l'université. Elle a suivi l'ordre, elle était magistrat au parquet, elle était avant de venir, avant qu'elle soit nommée à la Cour constitutionnelle, elle était à la Cour suprême de justice. Elle a suivi l'ordre et elle est juriste de son état. Le professeur Kalouba, qui est mon professeur que j'ai salué en passant, vraiment il est juriste. Donc la loi est claire. Et les gens que le président de la République a nommés, ils ont respecté les principes que la Constitution a dit. Si nous mettons la Constitution de côté et que nous prenons la loi sur la loi du 13 octobre sur la Cour constitutionnelle, dans ses articles 34, 35, 36, la loi nous dit ceci. Un juge qui est à la Cour constitutionnelle, il est d'abord inamovible. C'est à l'article 34. L'article 35 dit ceci. Ces juges-là, s'il a déjà fait ses 3 ans, il doit être remplacé par un autre juge. C'est pourquoi les juges de la Cour constitutionnelle qui étaient là ont été remplacés par les juges que le président de la République vient de nommer récemment. Mais mon co-débatteur ou nos frères, je ne sais pas les tendances politiques qu'il a, je suis en train d'analyser les faits réels, mais pas entrer dans le jeu politique, parce que si nous entrons dans le jeu politique, nous allons dérober l'opinion. L'opinion ne saura pas où est la vérité, où est le mensonge. C'est pourquoi je dis ceci. La nomination que le président de la République a faite à la Cour constitutionnelle est légale et constitutionnelle, j'ai dit. Alors, monsieur Kalumba, je reviens vers vous.
Vous avez un mot à placer par rapport à ce que votre communicateur vient de dire? Sûrement, ça ne peut pas manquer, il ne disait pas de l'évangile. Nous l'avions bien entendu. Le camarade, le co-débatteur, a du mal, si pas de la malhonnêteté, n'est-ce pas, de nous lire l'entièreté de l'article que j'ai soulevé et qu'il a essayé d'en expliciter dans son extrémité. Il s'est limité quelque part. Nous disons, d'abord, avant tout, avant que j'attaque cet article ici, il dit que nous ne voulons pas aller dans des jeux politiques, je ne sais pas, mais ça c'est mentir, chers camarades. Il ne faut pas faire ici de l'hypocrisie politicienne. C'est la population. La population a besoin des hommes sérieux. C'est vous qui taxez ici, n'est-ce pas, des pouvoirs des Kabylie. Ce sont des mots politiques. Ce sont des jeux politiques. Il s'agissait de quelles questions qu'il traitait là? C'est simplement des questions purement politiques. Nous sommes dans les jeux politiques. Nous connaissons les positions de ces genres de personnes, surtout quand ils sont sur le plateau. Votre collaborateur est même politique, monsieur Kalonda. Mais il n'a pas besoin de le dire pour l'être. Il suffit seulement de l'entendre. Tout ce qu'il est en train de dire. Bon, peut-être qu'il est dans la politique passive. Moi, je suis dans la politique active. En revenant dans l'article, il a lu le premier alinéa disant la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République. C'est bien bon. Donc 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès. Ça a bien suivi les procédures puisque tous les juges qui se trouvent à la Cour constitutionnelle aujourd'hui sont dans la légalité, sauf ceux qui ont été nommés par Chilombo. Nous continuons par Chilombo. Nous continuons en disant par le Conseil supérieur de la magistrature. Bon. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa nous dit, stipule que le 2/3 de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Ça, c'est bien bon, il en a cité. Les mandats, là où il s'est limité, malhonnêtement, le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Le mandat, nous répétons, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. L'article, la disposition nous sommes dans l'article 158, à son alinéa 3. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Est-ce que ces juges-là, qui ont été remplacés par des juges préfabriqués de M. Chilombo, ils ont suivi la procédure légale, puisqu'ils nous parlent de la légalité. Ces gens-là n'ont ni la légalité, ni la légitimité. N'est-ce pas? Puisque ce sont des gens qui sont venus plutôt remplacer des juges qui étaient en cours de leur mandat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils devraient le faire. Ça a été tout simplement de la malhonnêteté juridique, si on pourrait le dire ainsi, de M. Chilombo, en nommant ces juges-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une violation, et la violation, c'est clair sur cet alinéa 3 de l'article 158 de notre Constitution. Je ne sais pas s'il faut encore aller dans d'autres matières, puisqu'il y en a plusieurs matières ici, mais mon confrère ici n'a pas eu le courage, n'est-ce pas, d'arriver sur cet article, sur cet alinéa-là, tout simplement parce que c'est là où les bas blessent. Mais c'est dans le contexte où le dirigeant et dirigé se retrouvaient dans l'état, n'est-ce pas, de se soumettre aux réglementations de la République, en commençant par la loi fondamentale de la République, qui est la Constitution, chose qui n'est pas encore le cas. Mais nous acceptons, nous essayons de croire, puisque la République démocratique du Congo est notre pays, nous essayons de croire que l'avenir sera meilleur sur cette question. Alors, monsieur le Trésor, quant à lui-même, question, sur quel contexte peut-on parler de territoire dans le pays? Puisque vous êtes un juriste, c'est une création à la population congolaise qui est sous présentement. Écoutez, l'état de droit
prend déjà un départ en République démocratique du Congo. Pourquoi je dis que l'état des droits prend un départ en République démocratique du Congo? Dans l'ancien régime qui vient de se passer, c'était impossible de voir le petit Dieu. Par exemple, je donne la référence du professeur Némi, directeur des cabinets du chef de l'État, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, être soumis à la justice. C'était difficile. Mais dans ces régimes, nous les voyons possibles. C'est ce qui nous donne aussi l'espoir de croire que dans cet état de droit-là, malgré que l'état de droit est encore jeune dans notre pays, ça va un peu grandir avec le temps. Nous espérons. Monsieur Kanda, je reviens à vous. Monsieur Abdou, vous êtes parmi ceux qui pensent que les consultations sociopolitiques initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va apporter quelque chose d'important à la population congolaise. D'abord, il faut savoir c'est dans quel contexte le chef de l'État a commencé ces consultations. Dans quel contexte? Est-ce que le chef de l'État lui-même ne fait pas partie du problème? Est-ce que le chef de l'État n'a pas de mauvaise foi, n'est-ce pas, pour entamer ces consultations? Le chef de l'État a fait des contrats, a fait des accords, n'est-ce pas, avec ses coalisés. Je ne veux pas citer les individus, mais je parle de la coalition. Lorsqu'il s'agit de la coalition, c'est deux formations politiques qui se sont réunies, n'est-ce pas, pour coaliser. Il a signé des contrats. Dès lors que tu es en train de marcher en dehors du contrat, ou bien des contrats que vous avez signés avec eux, qu'est-ce que l'accord se cache dit? Nul n'a la connaissance ou bien la connaissance sur le contenu de l'accord, si pas M. Chilombo lui-même et le président honoré Joseph Kabila Kabange. Donc c'est eux qui doivent nous dire ce qui a été conclu dans cet accord, mais ce qui est signe, c'est que s'il y a une malaise, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des violations, n'est-ce pas? Si pas d'abord de la Constitution, puisque moi, en ce que j'entends, n'est-ce pas, comme un petit parmi les grands, j'entends que parmi les articles ou bien les lignes de l'accord, il y a une ligne qui voudrait à ce que tout le monde, toute partie soit, n'est-ce pas, respectueux, n'est-ce pas, ou bien respectueuse, n'est-ce pas, à la Constitution. Dès lors que nous constatons que la Constitution est violée, d'office, l'accord aussi est violé. Et donc c'est clair, si l'accord est violé, vous comprenez que tout simplement, les consultations ne visent qu'à monter un camp contre un autre camp. À vrai dire, c'est ça. C'est ce que moi je constate avec le président Chilombo. Donc c'est ça. Chez lui, donc, si je comprends bien, il est en train de monter un camp contre un autre camp. Puisque chez lui, dans son imaginaire, il est saint. Il ne commet aucun péché. Il ne commet aucune erreur. Ce sont les autres qui commettent des erreurs. Ce sont les autres qui commettent, n'est-ce pas, des fautes. Lui, il est saint. Il n'assume rien. Ce qui est mauvais, c'est le FCC. Ça, c'est quel genre de coalition? Il est déjà de mauvaise foi. Dès lors que vous dites que vous êtes, n'est-ce pas, dans la coalition. Mais assumez, c'est vous le patron. C'est vous le président de la République. C'est vous, les grands de la nation. Ce n'est pas lorsque les sauts des moutons n'arrivent pas à ses fins, ou bien à sa fin. C'est le FCC qui bloque le financement. Mais on a géré cette affaire-là avant que le FCC ne s'y mette. Où est-ce que nous étions arrivés avec eux? En dehors de ça, il y a beaucoup de choses. Les exemples en sont légion. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas personnellement, je ne crois pas que ces consultations-là aboutiront à quelque chose de si important pour la population congolaise. Mais par contre, ça va attiser encore la haine dans les chefs de la population. Entre nous allons nous haïr.
Par rapport à quoi? Par rapport, je disais ici, qu'il est en train de monter un camp contre un autre camp. Qui est? Le chef de l'État, c'est lui qui est censé être, n'est-ce pas, le symbole de l'unité nationale, mais qui ne sait pas jouer son rôle de l'unité, du symbole de l'unité nationale. Il faut voir même les sorties médiatiques de ses camarades, n'est-ce pas, de lutte. Quand tu lui parles, il cherche à vous montrer que l'autre camp, là, ce sont des démons, ce sont des animaux, ce sont des sorciers. Et chez eux, là, ce sont des anges. Mais ça, c'est monter un camp contre un autre camp. Quand on est un chef de l'État, il faut se mettre en dehors de la passion, se mettre en dehors, n'est-ce pas, du fanatisme, se mettre en dehors, n'est-ce pas, du sensationnel. Quand on est chef de l'État, on est chef de l'État de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi et ceux qui sont d'accord avec toi. Ceux qui sont de ton obédience politique et ceux qui ne le sont pas. C'est ça un chef de l'État. Mais malheureusement pour nous, notre pays est en train de connaître un recul très grave. Alors, monsieur Tozor Kazali, vous êtes parmi ceux qui pensent que les consultations sociopolitiques unifiées par les chefs de l'État aboutiront à quelque chose? Écoutez, avant de répondre à votre question, je vais essayer un peu en une minute de balayer sur ce que vient de dire notre débatteur. Vous êtes quand il dit que nous allons s'entretuer entre nous-mêmes, il fait allusion à quoi? C'est une question que vous allez lui poser après. Et quand il dit que non, les chefs de l'État avaient signé l'accord avec son partenaire politique, M. Joseph Kabila Kabange. Hélas, il n'a qu'à nous montrer s'il a l'accord. Mais malheureusement, il vient de nous dire lui-même qu'il entend parmi les grands. Lui, tant qu'un petit, il entend. Ça n'a pas de base. Et quand quelque chose n'a pas de base, nous ne pouvons pas faire des analyses sur des illusions. Non, on doit faire des analyses sur un fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire à mon ami que les pays ne se gèrent pas avec des accords. Les pays se gèrent avec cette constitution, malgré que la constitution ici est déjà vieille, mais je l'aime beaucoup, je garde des souvenirs. Voyez, cette constitution ici, la constitution de mon pays, qui est promulguée par M. Kabila, c'est parce qu'il fut président dans ce temps-là. La constitution de la République, c'est la loi fondamentale d'un pays. Et quand il nous dit, le président Félix Tshisekedi avait signé des accords avec son partenaire, ça ne lui engage que lui. Mais en ce qui concerne la consultation qu'a initié les chefs de l'État, mais je vais vous répondre clairement, messieurs les journalistes. J'ai dit à l'opinion que, soyez-en sûrs, que la consultation initiée par le chef de l'État aboutira à une chose meilleure. Et je l'ai dit, la Constitution elle-même a déjà répondu sur la question. Monsieur les journalistes, si vous pouvez me permettre, lire l'article 74 et l'article 69 de la Constitution, vous allez voir que la chose a été déjà réglée. Il n'y a pas à s'entretuer. L'article 74 nous dit quoi? Le président de la République est élu le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent et la proclamation de résultats définitifs des élections. Je pars trop vite parce que c'est le temps. L'article toujours 74, l'alinéa, le point 4 qui dit de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions
qui me sont confiées. Le président de la République ne peut pas sacrifier sa population sur base d'un accord. C'est dit dans la Constitution, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Constitution elle-même. Et si nous partons encore à l'article 69, vous allez voir que sur la consultation, quand on dit la consultation, c'est-à-dire il y a des points de divergence, où il y a des choses. Qu'est-ce que vous attendez de ça comme produit? Écoutez, je vous réponds à votre question. Ça va produire à un développement. Ça va produire des effets palpables. Je rentrerai sur ces plateaux pour vous dire encore que vous voyez les consultations que les chefs de l'État avaient initiées. Ces consultations-là appellent à l'unité. On dit en français, l'union fait la force. Et quand les chefs de l'État appellent tout le monde pour les consulter, chacun d'eux va donner son point de vue. Et les chefs de l'État, ils nous avaient promis, nous tous, de revenir après la consultation et nous dire ce qu'il a conclu avec tout le monde, toutes les personnes, toutes les autorités qu'il a consultées. Croyez, espérons bien que la consultation qu'a initiée les chefs de l'État va encore amener quelque chose de bon à la nation congolaise. Donc, si je comprends bien, après les consultations, tous les problèmes du Congolais seront réglés. C'est ça. Et si nous imaginons comme ça, ça sera de la pétition. Non, c'est une question. C'est une question, mais je vous réponds. La question vient de vous. La réponse, elle est à moi. Mais laissez-moi vous donner ma réponse. Si je vous dis que après la consultation, le président de la République va résoudre tous les problèmes des Congolais, mais je serai un menteur. Laissez-moi vous dire qu'après la consultation, il y aura le meilleur. Le pays il y aura des avancées significatives. C'est pour cela que je vous dis, tenons bon, avec la consultation ou les consultations que le chef de l'État a initiées, il y aura quelque chose de bon. Je ne peux pas dire déjà la conclusion avant la conclusion elle-même. Non. J'attends que le président de la République lui-même se prononce. C'est par après, s'il va se prononcer, nous allons l'appuyer si cela sera dans le bon sens. Si cela sera dans le mauvais sens, tant qu'un vrai Congolais, un vrai patriote, je vous dis, en mettant ma main droite sur mon cœur et dire que je jure comme j'avais juré de mon serment d'un avocat que je ne peux pas appuyer quelque chose de mauvais jusqu'à ce que les très hauts me retirera sur cette heure de mes ancêtres. Je dirai rien que la vérité et j'appuyerai que ce qui est vrai. Je ne peux pas dire, je ne peux pas appuyer ce qui est mauvais, mais espérant que le chef de l'État, c'est un garant de la nation, c'est un bon père. Un bon père, il ne peut pas agir dans le mauvais sens. Là, j'en suis vraiment sûr. Monsieur Colomb, la même question. Dans ce qui pense que les consultations sociopolitiques initiées par le chef de l'État montrera quelque chose de positif. Je venais de répondre à cette question. Disons que le chef de l'État n'est pas de bonne foi, il est de très mauvaise foi. Lui-même, il fait partie des problèmes du moment. Et il est en train de monter tout simplement un camp contre un autre camp. Il est de mauvaise foi, ce monsieur-là. Il est en train, je me répète, en train de monter un camp contre un autre camp. Par les voies qui sont frauduleuses. Puisque aujourd'hui, nous parlons de débauchage. Aujourd'hui, nous parlons de la corruption dans le Parlement. C'est l'œuvre de qui? Je ne vais pas citer M. Tshilombo ici, qu'on vienne m'arrêter, même sur votre plateau ici, disant que j'ai cité Tshilombo, étant que l'auteur, n'est-ce pas,
Apparemment, le mot débauchage n'est pas inconstitutionnel, monsieur Cameroun. C'est long. Bien que ça ne soit pas inconstitutionnel, c'est long, mais c'est immoral. C'est inconstitutionnel, c'est de. Mais c'est immoral. D'aller la disposition. C'est immoral, il faut accepter d'être victime de son échec ou bien de sa réussite, tout simplement. Si vous avez fait des élections, nous sommes passés tous, n'est-ce pas, par les campagnes, nous avons organisé, la CENI nous a organisé des élections, mais vous n'avez pas gagné la majorité au Parlement. Mais soyez conséquents, messieurs. Allons jusqu'au bout de 5 ans. Terminez votre mandat et essayez encore de revenir à cette population et lui demander encore un autre mandat. Pourquoi chercher à monter, n'est-ce pas, par des moyens illégaux en faisant la corruption sur certains de nos députés du FCC pour qu'ils vous rejoignent? Apparemment, la dite majorité n'est pas identifiée. Il n'est pas identifié par rapport à quoi? Dès lors que le chef de l'État n'a pas envoyé, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on l'appelle un envoyé Informateur. Un informateur, voilà, c'est ça les termes. Un informateur, n'est-ce pas, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Dès le début du commencement, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée ou bien du Parlement. Pourquoi il ne l'avait pas fait? C'est tout simplement parce que on nous dit, si le chef de l'État constate qu'il n'y a pas la majorité, à ce moment, il peut envoyer un informateur, n'est-ce pas, pour identifier cette majorité. Si le chef de l'État n'a pas envoyé, n'est-ce pas, cet informateur, cela sous-entend quoi? Qu'il y a effectivement une majorité bien identifiée. Et c'est clair, le FCC c'est un fait politique. Pour ceux qui nous disent que le FCC n'a pas de personnalité juridique, on a disconvient. Moi je suis d'accord avec eux. Lorsque je suis dans ma peau de juriste, je me dis que je suis d'accord avec ces gens-là. Mais lorsque je suis dans la peau de politique, je me dis que ces gens ont tort, puisque le FCC c'est un fait politique et non un fait juridique. Mais c'est un fait politique dont, en son intérieur, il y a des faits juridiques, il y a des regroupements politiques qui sont bel et bien, n'est-ce pas, connus par la loi. Il y a des partis politiques dans le FCC qui sont bel et bien connus dans la loi. Si ces regroupements-là se disent que c'est nous qui fondons ce qu'on appelle la majorité parlementaire, je ne vois pas où on peut faire les débats. C'est clair. Les consultations de Tshilombo n'aboutiront absolument à rien, tout simplement parce que M. Tshilombo est de très mauvaise foi face à ces co-débatteurs, n'est-ce pas, face à ces coalisés du FCC. Tout simplement. J'ai dit et je vous remercie sur cette question. Merci beaucoup, M. Kamla. Alors, M. Trésor, vous avez votre nomination. J'en appelle à la conscience collective de tous les Congolais. J'ai toujours dit, celui qui se conforme ou qui se compare au petit, il demeure petit. Ne nous comparons pas aux petits, comparons-nous aux grands et soyons grands. Au-dessus de toutes choses, aimons le Congo. Le Congo, c'est notre chère patrie. J'ai toujours dit aux gens, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, cela veut dire un Congo uni, un Congo fort, un Congo sans division, un Congo sans les tshisekidistes, un Congo sans les kabylistes, mais un Congo des Congolais. L'union fait la force. Sortons dans le pétitisme. L'amiettement là nous embrouille trop et embrouille le développement du Congo. L'unité nous donne la force. Mais c'est les journalistes. Ce que j'ai dit, c'est un message fort. Les Congolais ont compris. Merci beaucoup, M. Alors, M. Karim, je trouve que mon co-débatteur a ça porte-parole à Congolais. Mais moi, j'aimerais dire aux Congolais, que nous devons mettre hors d'état de nuire les anti-valeurs. Ces anti-valeurs, oyo tozomona na régime ya Tshilombo.
nous devons voir comment mettre hors d'état de nuire les violations intempestives de la loi mère, n'est-ce pas, de notre pays, la Constitution. On ne construit pas une nation par les émotions. La République ne se gère pas par les appartenances tribales, n'est-ce pas? La République ne se gère pas par les sensationnismes. C'est ce que nous constatons depuis les dernières élections de 2018 au sommet de notre pays. J'en appelle à la conscience de tout et chacun de savoir que nous ne pouvons aider notre pays qu'au niveau où nous nous retrouvons tous. On n'a pas besoin de devenir chef de l'État, ni ministre, ni gouverneur pour donner quelque chose pour son pays. Nous pouvons le faire tous ensemble à partir de là où nous sommes. J'ai dit, et je remercie d'abord la population congolaise, mais aussi le journaliste William Temo qui m'a donné cette opportunité de m'adresser auprès de vous. J'ai dit, et je nous remercie tous. Chers amis de la chaîne GMPT TV, de longue joie de les avoir nombreux. Branchez, scotchez, très longtemps de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission de Comment s'exprime. Je suis même que nous sommes arrivés à la fin de votre émission de Comment s'exprime. Car je suis pour vous aujourd'hui, M. Trésor Kazalika, puis analyste politique indépendant, et M. Abdou Kalunda Karim, puis analyste politique indépendant. Si contrairement à votre nom de serviteur, vous avez été combattant de la liberté, je vous dis au revoir, on se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission de Comment s'exprime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Bye.